À nos yeux, la gestion des espaces verts ne peut être que respectueuse de l'environnement et ne doit pas contribuer à augmenter les nuisances engendrées par les activités humaines qu'on retrouve, qu'il s'agisse des transports, de l'habitat ou des activités industrielles. C'est pour ces raisons donc, qu'à Strasbourg, la gestion des espaces verts s'appuie sur ce concept de développement durable. Alors, développement durable, beaucoup de personnes l'ont déjà abordé, donc c'est le volet environnemental, le volet social et le volet économique. Donc, pour nous, la gestion des espaces verts, donc le volet environnemental, c'est bien évidemment préserver la ressource naturelle, hein, en particulier la biodiversité, protéger la ressource en eau et la protection de l'air, c'est donc réduire également les gaz à effet de serre par rapport au matériel que nous utilisons. Les aspects sociaux, ils ne sont pas négligeables, hein. Il y a très clairement aujourd'hui un besoin exprimé par la population de plus d'espaces verts dans la ville, hein, et donc d'essayer de l'introduire, à chaque fois que c'est possible, d'introduire la notion de végétal. D'autre part, le volet social dans nos villes, c'est à travers les espaces verts également favoriser la mixité sociale et également faire participer les habitants à l'aménagement, à la gestion de ces espaces. Bien évidemment, nous sommes soumis, et je pense que vous êtes pas mal de collègues de collectivités, à des contraintes aujourd'hui économiques fortes, hein, et donc nos espaces doivent être également économes au niveau de leur coût d'entretien. Et je pense que la plupart aujourd'hui, et c'est le cas à Strasbourg, nous constatons à la fois un développement rapide des surfaces, un doublement pratiquement en 25 ans, et aujourd'hui, enfin ces dernières années, nous nous efforçons de contenir les coûts de fonctionnement à un niveau identique donc à celui d'il y a quelques années. Alors, finalement, quelles sont les méthodes pour arriver à cette solution de gestion durable? Tout d'abord, c'est l'application de ce qu'on appelle la gestion différenciée des espaces verts, hein, qui a consisté, il y a déjà un certain nombre d'années, hein, nous avons amorcé cette démarche à peu près dans les années 90, hein, à classifier nos espaces suivant différentes classes de gestion, en adaptant finalement les interventions à l'usage de ces espaces. Donc chez nous, on a classé les espaces en 4 catégories. Les espaces à caractère horticole, hein, qui concernent les espaces de prestige, hein, où il y a du fleurissement et un entretien extrêmement suivi, que ce soit à travers la tonte ou le désherbage. Et ensuite, une déclinaison de ces espaces de différentes catégories pour aller donc du plus artificiel vers le plus naturel, avec donc des gestions de classes modérées et jusqu'à la gestion de classes écologiques. Ce qui est intéressant à voir, c'est les évolutions ces dernières années de ces différentes classes de gestion. Et on constate, disons de façon un petit peu simplifiée, une réduction très importante des classes horticoles, hein, qui sont passées de 18% de nos surfaces à 3%. Une augmentation donc, des classes de gestion intensives, hein, qui sont passées de 6% à 23%. Et également l'émergence en milieu urbain d'une classe écologique, hein, qui n'existait pas donc, en 2007 et qui aujourd'hui représente 4% de nos surfaces. Alors, quelle est en fait de façon, je dirais, pratique, la déclinaison de cette gestion durable au niveau des espaces verts? Donc la demande sociale. Alors, il s'agit donc de répondre aux besoins de nature des habitants. Ça se fait alors au niveau de l'urbanisme, on en a parlé aussi. Ce sont par exemple les écoquartiers où on imagine une présence très forte du végétal, alors pour l'agrément, mais également le végétal utilisé pour, par exemple, réduire les effets de température, hein, et pour, par exemple, une forme d'isolation, hein.
Le côté social également, la démocratie participative. Donc à Strasbourg, il y a des conseils de quartier qui participent à l'élaboration des projets et également qui participent, on a quelques exemples où ce sont les habitants qui participent également à l'entretien de certains espaces, en particulier des expériences de fleurissement dans certaines villes, dans certaines rues du centre-ville de Strasbourg. Et ce sont également certaines formes d'espaces verts, ce sont la création de jardins partagés. Ce sont donc au niveau du concept de petits espaces qui sont mis à la disposition des habitants qui en assurent l'aménagement, l'entretien. Ce sont généralement des petites surfaces. Alors, je vais vous citer un exemple. Il y a un jardin partagé qui a été créé dans un quartier à Neudorf, là, à Strasbourg, à peu près 600 mètres carrés. Il y a à peu près une cinquantaine de personnes qui participent à l'aménagement, à l'entretien de ces jardins. Il y a des productions, bien sûr, légumières, des productions florales. Mais c'est surtout, il faut voir à travers cet exemple, bien sûr, les gens ne vont pas s'auto-alimenter avec la production de légumes. Par contre, il y a un lien social extraordinaire avec des animations, les gens se retrouvent, discutent, font des repas en commun. Et je pense que ce sont des espaces qui seront amenés à se développer dans les prochains temps. Nous avons actuellement 9 jardins partagés à Strasbourg et l'objectif, c'est bien sûr de les développer. Alors la difficulté, c'est que c'est porté par une association. Donc c'est de créer les conditions nécessaires pour que cette association se constitue et ensuite porte l'animation de ces projets. Alors, bien évidemment, la gestion des espaces verts au niveau doit être respectueuse et préserver les ressources naturelles. Pour Strasbourg, il y a une opération qui a été, je dirais, essentielle et qui a été vraiment un bras de levier dans la prise de conscience et dans l'évolution de ces espaces. Ça a été l'abandon de l'utilisation des pesticides en 2008 avec ce qu'on a appelé le zéro pesticide. Donc, il faut savoir que la collectivité, de manière transversale, a abandonné l'utilisation en particulier des désherbants sur l'ensemble des espaces publics, qu'il s'agisse de la voirie, des espaces verts, des cimetières, également des écoles. Donc, quelque part, c'est quand même une opération qui se traduit par une économie de 700 à 800 kilos de désherbants qui a été répandue chaque année dans le milieu naturel. Donc, opération essentielle qui a changé le comportement, bien sûr, des pratiques d'entretien, mais qui a changé également la perception de la nature en ville. Alors, je ne vais pas vous raconter d'histoire, ça ne s'est pas fait naturellement. Ça fait aujourd'hui plus de 3 ans que nous le pratiquons. Il y a eu un certain nombre de difficultés, et quand on est dans des changements d'habitude, c'est jamais simple. Et donc, ces opérations se sont accompagnées et doivent encore s'accompagner de communication et de formation. Communication vis-à-vis du public, hein, pour expliquer ces changements de gestion, ces changements d'aspect de la ville, quelque part, et également d'accompagner notre personnel, les agents chargés de l'entretien de l'espace public, également de les faire évoluer, parce que il y a des agents qui pendant 30 ans ou 40 ans avaient pratiqué, utilisé le désherbant, et surtout on les jugeait par rapport à la qualité de l'entretien. L'absence d'herbe était les critères sur lesquels on jugeait leur efficacité. Aujourd'hui, on leur a appris au contraire à être respectueux et à accepter cette présence végétale. Donc il ne s'agit pas de ne rien faire, il s'agit de gérer cette présence végétale avec un certain niveau d'intervention, de telle façon que l'usage, bien sûr, de l'espace public reste conciliable pour des raisons d'esthétique, mais aussi des raisons de sécurité parfois. Alors, il y a d'autres opérations qui contribuent à la protection des ressources naturelles. C'est par exemple, vous avez vu qu'on a passé de catégorie, la réduction des catégories de classes de gestion horticole.
c'est la réduction, entre autres, de l'arrosage. Donc, nous avons carrément arrêté certaines installations d'arrosage. Et au niveau du fleurissement, de faire évoluer ce qu'on appelle ce qui étaient des plantes annuelles qu'on devait semer, produire dans des serres, chauffer, et ensuite arroser pendant toute la période de végétation, ont été remplacés par des plantes vivaces qui restent à demeure, donc qui font aussi gagner de la main-d'œuvre et qui sont moins consommatrices d'énergie pour leur production et d'arrosage au niveau pour leur survie. Enfin, il y a des opérations d'accompagnement telles que l'implantation de ruchers et de vergers pour démontrer que le milieu urbain est peut-être hostile, mais finalement, il est relativement divers et riche, et que la présence des abeilles en milieu urbain est parfois plus facile qu'à la campagne, où vous avez souvent de la monoculture et un usage, disons, très intensif encore des produits pesticides. Donc nous avons un certain nombre de ruchers, alors qui sont, c'est pas la collectivité elle-même, donc nous avons passé par le biais d'associations apicoles qui gèrent ces ruchers, qui forment également de jeunes apiculteurs pour essayer de, si j'ose dire, d'essaimer le nombre de ruchers dans la ville. Alors, pour terminer mon propos, donc c'est également la gestion durable des espaces verts. Bon, bien évidemment, le matériel est pour nous, bien sûr, aujourd'hui indispensable pour assurer l'entretien de nos espaces, mais nous efforçons d'utiliser à la fois, enfin, de limiter l'usage de ce matériel parce qu'il consomme de l'énergie. Donc, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, c'est par exemple par l'utilisation du broyage qui permet à la fois d'économiser du transport parce que, alors, nos bois de broyage sont systématiquement recyclés, hein, ils partent en compostage. Malgré tout, ça génère des trajets importants pour aller d'une partie de la ville à l'autre. Donc, on s'efforce aujourd'hui de réduire la production de déchets verts à la source et donc de les réutiliser sur place sous forme de broyage et de mulching qui est utilisé, par exemple, dans les massifs d'arbustes pour éviter la prolifération des herbes et économiser également l'eau. Et nous avons donc mené des expérimentations avec l'utilisation du matériel électrique, hein, que ce soit à travers le transport, parce qu'on transporte pas mal de matière, que ce soit à travers la tonte avec l'expérimentation que nous avons menée avec Etesia durant cette saison, que ce soit à travers les tailles-haies électriques, les sécateurs ou les tronçonneuses. Alors, cette utilisation, en particulier de ce type de matériel, chez nous est justifiée bien sûr par des intérêts environnementaux, mais également par le fait que nous entretenons des espaces aux abords du tramway et que ces opérations doivent être effectuées la nuit. Donc, qui dit intervention de nuit, dit également un problème de bruit. Donc, ce matériel électrique nous permet de concilier des interventions et de limiter les nuisances vis-à-vis de la population qui, vous comprenez, enfin une tronçonneuse thermique en pleine nuit dans le centre-ville de Strasbourg générerait pas mal de réclamations. Et j'ai terminé, pratiquement. Le prochain moyen de transport, c'est pour illustrer la vitesse maximum de 30 km/h de cheval. Alors, oui, je voulais juste dire quand même, ça fait sourire, alors, mais il faut savoir que donc, Strasbourg a une tradition d'utilisation de la traction animale, alors essentiellement dans les espaces plutôt périurbains et en particulier dans nos forêts, où nous utilisons depuis déjà de nombreuses années le cheval comme pour le débardage. Et donc cette année, nous avons expérimenté le cheval, la traction animale, pour collecter les déchets dans le parc de l'Orangerie qui est à côté, où nous irons tout à l'heure pour voir l'exposition, où pendant la belle saison, c'est-à-dire à une période où il y a beaucoup de production de déchets par rapport à ce parc et aux usagers, donc le cheval est utilisé pour la collecte et la vidange des corbeilles.
Et je dois dire, ça se passe très bien. Alors, sur le plan écologique, bien sûr, c'est intéressant. Sur le plan économique, ça coûte un petit peu plus cher que si on utilisait le thermique ou le véhicule électrique. Par contre, au niveau social et animation, le cheval a un succès considérable auprès des habitants et en particulier des enfants.